Une mère au foyer est coincée dans une relation libertine que son mari lui impose. Plus le temps passe, et plus la situation est difficile à gérer jusqu'à ce que l'impensable se produise. Aujourd'hui, la triste histoire de la famille Limon. Un grand merci aux tipeurs, ceux qui ont pris de leur temps pour regarder des pubs, qui nous ont fait des dons. Enfin, c'est juste incroyable. Merci énormément du fond du cœur. Vous n'imaginez pas à quel point vous nous avez touchés, vraiment. Sabrina a rencontré son mari Robert Limon quand elle était adolescente. Ils étaient amoureux l'un de l'autre et une fois leurs études au lycée terminées, ils se sont mariés et ont quitté leur Arizona natal pour emménager ensemble dans la ville d'Ellendale en Californie. Là-bas, Robert a obtenu un emploi bien rémunéré au chemin de fer de Santa Fe et Sabrina, de son côté, est mère au foyer. Sabrina et Robert semblaient former une famille unie, tout le monde les enviait et admirait le lien qui les unissait. Mais sous cette façade de famille parfaite se cachait une réalité bien différente, puisqu'ils couchaient avec leurs voisins et pratiquaient l'échangisme. Et si au début Sabrina acceptait tant bien que mal la situation pour rendre son mari heureux, eh bien progressivement cette situation commencera à la ronger de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle commette l'irréparable. Mais ça, on y reviendra. Au premier abord, Sabrina et Robert, donc, comme je vous le disais, formaient le couple idéal. Robert était une personne décrite comme sympathique et extravertie. Il aimait les activités de plein air. Il travaillait comme intervenant, sorte de secouriste pour les chemins de fer. Sabrina, quant à elle, était une blonde pétillante et charmante. C'était une femme très amicale et pleine de compassion. Leur union paraissait solide, mais avec le temps, leur mariage a peu à peu dévié du mariage traditionnel et ils ont décidé d'avoir des relations intimes avec d'autres personnes. Ils ont donc commencé à avoir de nombreux partenaires sexuels et à aller à des orgies avec d'autres couples du quartier. Les Limon partageaient d'ailleurs une relation très spéciale avec un autre couple du voisinage, les Bernatine. Kelly Bernatine était d'ailleurs la meilleure amie de Sabrina et elle venait souvent chez les Limon avec son époux. Et une fois sur les lieux, ils avaient pour habitude, selon Kelly, de coucher dans la même pièce, mais chacune avec leur mari respectif. Sabrina affirmait qu'en réalité, chacun couchait avec le partenaire de l'autre, voire, en fin de compte, les uns avec les autres. Sabrina soupçonnait que son amie Kelly et son mari avaient une liaison. Elle les soupçonnait de se voir seuls, derrière son dos. Des fois même, Robert allait voir Sabrina pour lui parler de Kelly. Il lui disait souvent à quel point elle était douée au lit. Sabrina lui répondait qu'elle ne voulait pas l'écouter, mais ça ne l'arrêtait pas pour autant. Cette situation a commencé à la tourmenter. Elle commence à se sentir seule, voire désespérée. Et ses enfants étant à l'école, Sabrina a plus de temps libre. Alors elle trouve un emploi à mi-temps dans un Costco des environs, ce qui lui permet d'oublier un peu son mariage désastreux tout en gagnant un peu d'argent par elle-même. Un jour, un jeune plombier de 22 ans nommé Jonathan Hearn entre dans le magasin et c'est le coup de foudre. Bien qu'elle ait 11 ans de plus que lui, ils sont tout de suite attirés l'un par l'autre. Il lui demande son numéro de téléphone, elle lui donne, et ils commencent rapidement une liaison. Jonathan était un jeune homme que ses parents avaient surprotégé. Il avait fait l'école à la maison et venait d'une famille très pieuse. Il était fasciné par Sabrina et son style de vie différent du sien. Rapidement, il devient fou amoureux d'elle et Sabrina est heureuse d'obtenir l'attention d'un homme qui ne veut qu'elle dans sa vie. Elle lui envoie des photos d'elle en lingerie, des billets doux et cela ça fait. Et elle se sent mieux car ça fait très longtemps qu'elle n'a pas reçu l'attention de son époux depuis de nombreuses années même. Mais Sabrina veut que personne ne soit au courant de cette liaison, car ça ruinerait son image d'épouse fidèle et de mère dévouée. Mais en général, un triangle amoureux ne dure jamais très longtemps. Sabrina et Jonathan commencent alors à plaisanter sur le fait que tout serait plus facile si Robert n'était plus là.
est fatigué de la partager avec Robert, et le divorce n'étant pas une option pour Sabrina, car ça ruinerait encore une fois son image d'épouse modèle, ils en arrivent à la conclusion que Robert doit mourir pour qu'ils puissent être ensemble. Ils décident alors de se débarrasser de lui, et le plan qu'ils mettent au point pour le tuer est digne d'un scénario. Au début, ils parlent de saboter la voiture de Robert afin qu'il ait un accident et qu'elle prenne feu, puis finalement ils décident de l'empoisonner, et le poison choisi, de l'arsenic, commandé en ligne. Et afin de tester son efficacité, Jonathan expérimente cette méthode sur le chien du voisin qu'il trouve trop bruyant à son goût. Il ajoute de l'arsenic à un morceau de saumon et le donne au chien. Et environ 3 jours plus tard, le chien est mort et ne l'a plus embêté. Bien décidée à se débarrasser de Robert, Sabrina met de l'arsenic dans un pudding à la banane qu'elle avait préparé pour lui. Il l'emporte avec lui au travail pour le manger à l'heure du déjeuner, mais à la dernière minute, elle change d'avis. Elle appelle Robert pour lui dire de ne pas manger le pudding car les bananes ne sont plus bonnes. Quelques mois plus tard, Sabrina et Jonathan mettent au point un autre plan pour en finir définitivement avec lui. Et ils décident de passer à l'action la nuit du 17 août 2014. Sabrina donne des informations sur le lieu et les horaires de travail de son époux à son amant. Celui-ci se déguise, met un masque, enfourche sa moto et conduit les 136 km qui séparent Ellendale du chantier ferroviaire de Tehachapi où Robert travaillait. Ce soir-là, Robert était seul et en arrivant sur les lieux, quand Jonathan le croise, il lui tire une balle en plein visage. La balle traverse sa tête et sort par son cou. Robert s'effondre et semble avoir été blessé mortellement. Ensuite, Jonathan entre dans le bureau de Robert et le met à sac afin de faire passer ce meurtre pour un cambriolage qui aurait mal tourné. Et bien décidé à s'assurer qu'il est réellement mort, après être sorti du bureau, il lui tire une balle dans la poitrine et celle-ci passera par la mâchoire pour finir par se loger dans le cerveau. Les blessures sont fatales pour Robert et il décède. Son corps sera retrouvé près des voies ferrées. À 22h30, la sœur de Robert reçoit un coup de fil de Sabrina l'informant qu'un accident tragique est arrivé à son frère et qu'il est mort. La police se met rapidement au travail. Malheureusement, aucune preuve scientifique importante n'est retrouvée sur la scène de crime. Et compte tenu du style de vie de Robert, il est difficile de savoir qui pourrait bien lui en vouloir. Il y a trop d'hypothèses pour une fois. Ça pourrait très bien être un mari jaloux ou une maîtresse délaissée. Tout ce que la police a comme indice, c'est une vidéo de sécurité montrant quelqu'un fuyant le complexe ferroviaire. Cet homme, que l'on voit sur la vidéo de surveillance, est ce que l'on suppose être l'assassin. Et ce que l'on suppose être comme l'assassin portait des vêtements très couvrants et boités. D'autres images de vidéosurveillance d'une épicerie et d'une station-service à proximité du lieu et aux alentours de l'heure du crime montrent un homme à la même carrure que le suspect possédant une moto similaire. Il ne reste plus maintenant à la police qu'à déterminer qui est cet homme. Et pour ce faire, le shérif propose même 100 000 $ à quiconque aurait des informations permettant de résoudre ce crime. Mais personne ne se manifeste. L'enquête est au point mort quand quelques semaines plus tard, le détective Meyer reçoit un coup de fil de Jason, le mari de Kelly. Il lui explique qu'il veut lui montrer des textos qu'il a reçus d'un certain Jonathan Hearn. Ces textos sont particulièrement étranges et même Jason se demande pourquoi ce Jonathan lui a envoyé ces messages. Dans ces textos, Jonathan explique qu'il se sent honteux et s'excuse d'avoir une relation avec Sabrina. Trouvant cela très suspect, la police se met à s'intéresser de plus près à ce Jonathan, mais aussi à Sabrina. Le détective Meyer décide donc de rendre visite à Sabrina pour lui poser quelques questions. Il lui demande si Robert et elle avaient des problèmes conjugaux ou s'ils avaient des amants. Elle répond que non et affirme que tout allait bien dans son mariage. Mais Sabrina ment.
Et probablement parce qu'elle est, encore une fois, très soucieuse de son image et elle ne voulait pas que ses enfants ou les habitants de la ville découvrent qu'elle et Robert étaient en fait un couple échangiste et qu'ils avaient des liaisons chacun de leur côté. La police continue à enquêter et découvre un indice capital. Sabrina avait acheté un téléphone prépayé qu'elle utilisait pour communiquer avec Jonathan. Les 5 mois qui ont précédé la mort de Robert et les 2 amants ont échangé plus de 7000 messages et appels, ce qui est particulièrement suspect pour les enquêteurs. Mais encore plus suspicieux, depuis le drame, Sabrina avait soudainement coupé tout contact avec la famille de Robert, leur interdisant même de voir les enfants, ce qui faisait penser qu'elle avait peut-être quelque chose à se reprocher. La police demande alors à un juge de mettre les 2 amants sur écoute. Leurs appels téléphoniques sont alors enregistrés et ils sont suivis 24 heures sur 24. Keep an eye on you. Really? Yeah. They both look like typical cops trying to pretend not to be cops. Sabrina et Jonathan iront même jusqu'à faire une prière des plus perturbantes. Le couple priait pour que la police ne les suspecte pas dans le meurtre de Robert. Même si ces appels ne contiennent pas suffisamment de détails incriminants pour les inculper, c'est toutefois suffisant pour que la police obtienne un mandat de perquisition pour fouiller le domicile de Jonathan. Chez lui, il découvre de l'arsenic, une moto, un casque de moto et des gants similaires à ceux que portait l'homme qui a été filmé par la caméra de surveillance près du lieu du crime. Il possédait également une arme de calibre similaire à celle qui a été utilisée pour tuer Robert et en plus de ça, Sabrina avait un motif pour tuer son mari. Elle aurait reçu 300 000 $ d'assurance vie seulement si Robert était décédé pendant ses heures de travail. Ça tombe bien. En se basant sur tous ces éléments et en prenant en compte la relation que Jonathan entretenait avec Sabrina, la police est convaincue que Sabrina et Jonathan avaient les moyens, le mobile et l'opportunité de se débarrasser de Robert. Persuadée d'avoir suffisamment d'éléments pour obtenir la condamnation de Robert, 3 mois plus tard, le 18 novembre 2014, la police arrête les 2 amants. Mais Sabrina est rapidement relâchée faute de preuves et peut retourner chez elle auprès des siens. Les policiers discutent avec Jonathan à de nombreuses reprises pendant plusieurs heures et ils réussissent à le convaincre que s'il ne veut pas passer le reste de ses jours en prison, il n'y a qu'une seule solution, se retourner contre Sabrina. Jonathan accepte de coopérer avec la police, il passe un accord avec eux et accepte de passer 25 ans et 4 mois derrière les barreaux en échange de son témoignage contre elle. Sabrina est alors arrêtée et conduite au commissariat pour être interrogée. Robert is dead because of you. Make no mistakes about that. That is something that you're going to have to live with for the rest of your life. It's time to get off the pot. If you don't have anything for us, I think we need to get you to jail. You're under arrest for conspiracy to commit murder. Sabrina sera jugée 3 ans après la mort de son mari et Jonathan et elle s'affronteront au tribunal. Pendant le procès, lors de son témoignage, Jonathan expliquera que Sabrina lui avait fait comprendre que divorcer n'était pas une option pour elle. Elle lui aurait dit que Robert préférerait être morte que de la perdre et que divorcer d'ailleurs le tuerait. Il a également expliqué que toutes les horreurs que Sabrina racontait sur son époux l'avaient dégoûté de Robert et l'avaient poussé à commettre ce crime. Il ajoute qu'après avoir tué Robert, il a appelé Sabrina. Le contenu de cet appel semble indiquer que Jonathan pensait vraiment être guidé par un pouvoir supérieur pour commettre ce crime. Quand c'est au tour de Sabrina d'être interrogée, le procureur lui demande pour quelle raison
elle a menti aux policiers concernant sa liaison avec Jonathan. Elle explique que c'était pour protéger son image, mais aussi car elle pensait que sa liaison l'incriminerait dans cette enquête pour meurtre. Le procureur lui rappelle alors la prière qu'elle avait faite avec Jonathan après la mort de Robert et lui demande une explication. Elle explique qu'elle avait juste répété ce qu'avait dit Jonathan sans vraiment faire attention aux paroles parce qu'elle était distraite. Même l'ex-meilleure amie de Sabrina, Kelly, ne croit pas en son innocence et lors de son témoignage, elle nie avoir participé à des orgies ou avoir eu des relations sexuelles avec Robert. Elle affirme également être persuadée que Sabrina a demandé à Jonathan de tuer Robert, ce qui enfonce encore plus Sabrina. Le jury la reconnaît coupable de meurtre au premier degré car selon eux, le crime a été prémédité et elle est condamnée de 25 années de prison à perpétuité. Après sa condamnation, Sabrina a embauché un nouvel avocat et a demandé un nouveau procès, mais il lui a été refusé. De nombreuses vies ont été brisées par Sabrina, des enfants ont perdu leur père et un pompier croyant a vendu son âme au diable. La sœur de Robert est persuadée que Sabrina n'a aucun remords pour ce qu'elle a fait et elle n'arrive pas à lui pardonner ce meurtre car selon elle, peu importe combien d'années elle passera derrière les barreaux, ça ne lui rendra pas son frère. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Merci pour vos messages de soutien. Ça, je n'aurai de cesse de vous le dire, vraiment. Et du fond du cœur. Les tipeurs, j'en parle même pas. Sincèrement, trop d'émotions, trop adorable. Vraiment incroyable. Et je vous dis à très vite sur YouCrim. Vous l'aurez remarqué, cette fois on a été un peu plus soft pour que vous puissiez vous remettre de la semaine dernière, du dernier sujet. Et je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.